Bonjour. Après que nous ayons vu ensemble en première partie à propos des soins énergétiques un rappel et un panorama du contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui au début du 3e millénaire, 21e siècle, dans nos soins de santé, dans tout ce qui nous est offert, le rappel donc des médecines dans lesquelles nous avons possibilité de piocher, nous ici en France, en Europe, et encore donc le rappel des trois grandes médecines, donc des trois grands groupes de médecine, la médecine allopathique, toute jeune médecine, médecine du symptôme, soigner le symptôme par l'opposé, donc en faisant disparaître le symptôme, médecine d'urgence, médecine de l'accident, médecine de la chirurgie, médecine de la réanimation, médecine de beaucoup de choses, médecine avec tous les examens, toutes les avancées technologiques qu'elle offre, qui nous permet de faire vraiment des images du corps, d'avoir une perception précise, un diagnostic, voilà, les analyses biologiques évidemment aussi en parallèle avec les laboratoires. Cette médecine d'après-guerre, donc médecine allopathique, qui c'est vrai prend beaucoup la place depuis qu'elle est apparue comme la médecine providence, la médecine la plus efficace, et puis les médecines traditionnelles ancestrales ont été un petit peu effacées après l'avènement de cette médecine allopathique d'après-guerre, notamment en France avec certaines découvertes. Elle est aujourd'hui quelque part sur certaines de ses interventions, donc parfois et souvent même remise en cause. Si au niveau du diagnostic, elle est très performante, au niveau de la thérapeutique, plutôt pour les maladies dites de civilisation ou chroniques ou dégénératives que pour les maladies aiguës et les maladies où il y a urgence, pronostic vital en danger. Elle peut être parfois et de plus en plus souvent remise en cause, cette médecine allopathique. À côté de ça, un peu plus ancienne, vous avez la médecine allopathique, où là, bien sûr, il y a depuis quelques 10, 15, 20 ans maintenant aussi des remises en cause, alors qu'elle a toujours été très utilisée depuis que Samuel Hahnemann, donc son fondateur, nous ait offert cette magnifique médecine vibratoire qu'est la médecine homéopathique. Donc plutôt que de soigner par l'inverse et de faire taire le symptôme, la médecine homéopathique s'occupe globalement du malade avec des remèdes, c'est une thérapie vibratoire. Et puis encore à côté de ça, un troisième grand système de soins que sont les médecines naturelles, qui se déclinent vraiment encore en plein d'autres sous-techniques et thérapeutiques. Nous avons donc en Europe, en Occident, la naturopathie comme système de santé complet en médecine naturelle, avec son équivalent et des similitudes et des différences donc en Extrême-Orient avec la médecine traditionnelle chinoise et aussi la médecine ayurvédique. On pourrait citer bien d'autres médecines traditionnelles en Amérique du Sud, bien sûr, Amérique centrale, en Afrique, en Russie, avec le chamanisme et encore d'autres dérivés de techniques traditionnelles dans divers pays et sur tous les continents, bien sûr. J'ai résumé encore une fois et fait 3 grands groupes avec 3 sous-groupes de médecine naturelle, donc naturopathie en Occident, médecine traditionnelle chinoise et médecine ayurvédique, mais bien sûr c'est encore bien plus large que ça. Donc après vous avoir redonné quelques généralités en première partie, je vais voir avec vous dans cette deuxième partie et avec un beau tableau que je vous ai préparé aussi, quelles sont les techniques et thérapies énergétiques qui nous sont proposées sans que ce soit exhaustif, encore une fois, ici en France et en francophonie et en Europe, et qu'est-ce qu'il est intéressant d'utiliser pour nous. Alors ce ne sera pas encore une fois un tableau exhaustif où tout sera donné, mais juste un aperçu. Il va y avoir beaucoup de choses encore à rajouter. Bien sûr, si vous êtes praticien, thérapeute, si vous dispensez des soins, vous aurez sûrement une technique peut-être personnelle ou moins connue. Voilà, cette vidéo ne sera pas par contre faite pour que chacun et chacune sous la vidéo dans les commentaires nous informe de ce qu'il pratique, de ce qui est bien, de ce qui est moins bien et comment faire quoi. C'est vraiment une information pour toutes et
tous généralistes. Surtout si vous avez encore une fois une chaîne YouTube, si vous êtes thérapeute, prenez le soin et l'attention de n'intervenir ici que par rapport à votre expérience personnelle et pas pour des infos commerciales ou pour rediriger vers votre chaîne YouTube. Comme voilà, nous prenons toutes et tous le soin de le faire, c'est le cas de le dire, nous sommes dans les soins énergétiques, dans une bonne énergie partagée. Voilà, comme je prends le soin de le faire, j'interviens parfois avec des questions ou des remarques ou des échanges à un niveau personnel sous d'autres chaînes, mais pas pour venir informer de ce que je fais sur ma chaîne, moi ici. Chacun et chacune peut en informer au travers de sa chaîne. Bien sûr, si vous dispensez des soins énergétiques, vous aurez sûrement plein de choses ici à rajouter. Voilà donc le tableau comme je vous l'ai proposé ici, que je souhaitais voir avec vous dans cette deuxième partie. Et nous verrons dans une troisième et dernière partie sur les soins énergétiques ce qui est approprié à nos situations, particulièrement dans notre cheminement à la fois émotionnel, psychologique, spirituel, énergétique, donc au niveau vibratoire, nous particulièrement dans nos histoires de flammes jumelles, que l'on soit en relation avec notre autre ou en séparation, et tout ce que l'on peut ressentir et tous les besoins de thérapie que l'on peut avoir, aussi bien au niveau psychologique, émotionnel qu'au niveau physique, physiologique, vibratoire, hein, avec des thérapies vibratoires, donc pour mieux avancer, pour se soulager, pour se dégager. Nous le verrons dans une troisième partie, ce qui est le plus adapté, ce que l'on peut faire soi-même, on le verra déjà un petit peu ici, pour conclure spécifiquement sur ce qui est adapté d'ailleurs à l'un ou à l'autre, d'où encore une fois la nécessité de s'être bien situé. Est-ce que je suis celui ou celle qui travaille consciemment ou celui ou celle qui travaille inconsciemment dans ce duo de flammes jumelles? Nous le reverrons donc en introduction de troisième partie. Donc je voulais proposer comme ça ce tableau rangé en 3 colonnes et plusieurs lignes, de sorte à ce que ça tienne juste sur une page. J'aurais pu en mettre plus, mais il y en aurait eu pour 2 pages et ça n'était pas l'objet non plus ici. Donc j'ai remarqué les thérapies énergétiques dans chacune des colonnes. Bien sûr, on peut parler de soins énergétiques quand c'est plus isolé, quand c'est une petite partie d'une thérapie qui a déjà plusieurs techniques et qui peut faire partie d'un système de santé complet, comme on l'a vu par exemple la naturopathie avec ses 10 techniques. Certaines de ces techniques ont donné lieu à des soins et à des thérapies plus restreintes, plus isolées. Ça n'est pas le système de santé en entier, bien sûr, mais juste des parties. Donc je vous ai mis dans la première colonne ce que l'on peut faire seul, dans la deuxième ce qui se fait avec un thérapeute, et dans la troisième ce qui se fait avec un thérapeute et appareil, donc technologie plus moderne. Donc en toute première ligne, donc ce que j'ai appelé les techniques informationnelles, on pourrait mettre beaucoup de choses avec ou sans appareil d'ailleurs, mais surtout le plus important pour moi, je vous ai cité en tout premier lieu parce que c'est quelque chose de très simple qu'on peut faire seul et qui est très puissant, le Ho'oponopono. Il manque un O d'ailleurs derrière la petite apostrophe, ça s'écrit bien H-O apostrophe et après un O avant Pono, pour le dire en entier, j'ai oublié le O. Voilà, qui se résume donc à désolé, merci, désolé, pardon, merci, je t'aime, ces 4 mots et expressions pour la dernière. Alors bien sûr, le pardon, ça n'est pas demander pardon aux personnes qui nous ont fait du mal, c'est d'abord se demander pardon à soi-même et demander pardon au grand tout pour le manque d'amour ou le manque de centrage ou le manque d'alignement qu'on a pu avoir dans sa vie, dans des situations plus difficiles, des situations tristes, voilà, des situations où on s'est délaissé soi-même. D'ailleurs, le pardon, il est dans ce sens-là. Donc, désolé, pardon, merci, je t'aime. J'ai remanié quelque peu le Ho'oponopono pour moi. Je vous en parlerai en troisième partie pour que ce soit... J'ai eu l'impression, moi, que c'était donc remanié comme je l'ai fait, plus puissant.
Bien sûr, à pratiquer à n'importe quelle heure de la journée, quand on veut, au calme, centré, relaxé ou pas d'ailleurs, justement, ça peut vraiment être efficace en quelques secondes, à n'importe quel moment, dans n'importe quel état émotionnel, dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle situation et pour n'importe quelle demande. C'est vraiment très succinct et très puissant à la fois. Au début, peut-être, comme moi, certaines et certains d'entre vous, quand vous l'avez abordé, vous vous êtes dit trop simple, c'est trop beau et trop simple pour être vrai. Et finalement, quand on ose le pratiquer, comme le FT d'ailleurs, juste au-dessous, et comme gratitude, attitude, je l'ai marqué dans le sens inverse, un peu à l'anglaise, c'est hyper, hyper puissant de résultat. Ça se fait seul, ça ne coûte rien, ni en temps, ni en argent. Voilà pourquoi je vous l'ai mis en tout premier. Donc, l'attitude de gratitude dès le matin au réveil, bien sûr. Merci pour cette belle journée. Merci pour le fait que je sois réveillée, bien en vie. Et merci pour tout. Et pratiquer ces remerciements pour tout ce que l'on a, sans mettre l'accent sur ce que l'on n'a pas, puisque de manière assez naturelle, on met plutôt en tant qu'être humain l'accent sur ce qui nous manque et sur le manque, et l'attitude de gratitude au quotidien dès le réveil, c'est vraiment bien l'inverse. Je peux même faire une liste écrite à certains moments, ou le soir ou avant d'aller se coucher, sur tout ce que j'ai eu de magnifique dans ma journée, et sans mettre l'accent sur ce qui a été moins bien, moins beau, moins joli, et sur les problèmes, bien sûr. Donc très intéressant aussi de pratiquer le merci dès le matin, et une attitude de gratitude, et d'être dans ce ressenti de la gratitude avec le Ho'oponopono, si vous faites les deux déjà. Merveilleux. Bien sûr, le FT, certaines et certains d'entre vous connaissent, donc Emotional Freedom Technique, ou tapping, on dit aussi en anglais, qui est cette technique de psycho-énergétique, d'ailleurs on l'appelle comme ça plus précisément, où l'on tape avec le doigt, on tapote avec le doigt sur certains points précis. Alors il est pratique, cette technique de l'EFT est pratiquée de manière différente, il y a des écoles différentes, certaines vont droit au but sur la reprogrammation vers du positif, d'autres pratiquent en une première étape la verbalisation en faisant son tapping sur les points précis, donc de ce qui ne va pas, de manière détaillée, longue si on a le temps d'ailleurs, jusqu'à être dans l'émotion, la sensation des négatives dans laquelle ça nous met, et de vraiment la vivre, y prêter attention et la sortir tout en étant dans le tapping, ces sentiments ou ce sentiment négatif. Et deuxième étape, donc reprogrammer avec l'inverse, donc des mots positifs, l'état dans lequel j'aimerais me sentir, ce que je veux, ce que j'espère, ce que j'entrevois, ce que je peux ressentir de positif, voilà, et tout un tas de verbalisation positive en deuxième étape. Et encore des variantes, certaines écoles donc mettent un des points à la fois dans la première étape et dans la deuxième étape, et d'autres écoles ne mettent pas ce premier point dans la première étape, mais l'incluent dans la deuxième étape de tapping. Voilà pour toutes les variantes de FT, on le survole vraiment très brièvement ici. Et puis bien sûr, en suivant la technique d'identification des peurs inconscientes, la technique Tipeee, où c'est simplement le fait de prêter attention à nos peurs, à les voir plutôt comme un observateur, encore une fois, dans le détachement de l'extérieur, à les accueillir, les reconnaître, les ressentir sans non plus voilà, se mettre dedans dans le sentiment, dans l'émotion, mais plus encore une fois de l'extérieur, et puis les laisser passer jusqu'à temps que elle s'en aille, elle passe toute seule. Du coup, cette méthode Tipeee, très simple aussi et pourtant très puissante. J'ai voulu vous mettre dans ce cadre cette partie, donc technique informationnelle, les 4 accords Toltec. Vous avez peut-être lu ce premier livre, et il y a eu des suites d'ailleurs. Sur le verbe, la parole impeccable et les 3 autres accords. Il y a un livre en suivant qui s'appelle le 5e accord, parce que c'est vraiment aussi puissant à un niveau personnel, et ça engendre beaucoup de changements très très importants dans nos vies quand on pratique ces 4 accords Toltec et toute la philosophie qui va avec.
Derrière, non pas que ce soit pareil, c'est simplement pour une question de place, je vous ai mis sur la même ligne la prière. Il y a plein de façons de pratiquer la prière, même sans être dans une religion ou une autre, ce qui est mon cas. J'ai pu être élevée dans la culture chrétienne, bien sûr, en allant aussi en école catholique jusqu'à un certain âge, plus jeune. Ça m'en a peut-être détourné d'ailleurs de la religion parce que c'était trop. C'était vraiment l'école catholique avec confessionnal. Les enseignants étaient des prêtres et des sœurs là où j'étais. Et voilà, j'aimais beaucoup les coloriages de Jésus. Ce personnage me plaisait beaucoup déjà. Et on parlait moins de Saint Jean-Baptiste qui me plaît beaucoup aussi. Jean le Baptiste, pardon. Voilà, mais hors religion, il n'y a pas besoin d'avoir une religion ou une autre pour pratiquer la prière. Vous avez encore une fois des personnes comme Greg Braden qui vous redonneront la façon de pratiquer la prière. Trouvez ce qui vous convient. Encore une fois, ça n'est pas connoté de manière religieuse. La prière, c'est vraiment, encore une fois, la reconnexion à soi-même au travers de son âme, à la source. Et je vous ai mis la CNV, donc communication non violente de Marshall Rosenberg. C'est pareil, les mots ont leur vibration propre, comme les objets ont leur onde de forme d'ailleurs, et de manière négative ou positive influent sur nos vies. Exactement pareil pour les mots, en approche vibratoire de l'existence, des mots à consonance négative, injurieuse, blessante évidemment, vont travailler sur le corps à un niveau vibratoire. On pourrait parler de mémoire de l'eau et comment fonctionnent ces techniques informationnelles en tant qu'information, en tant que données venant de l'extérieur ou de soi-même et qui s'imprime dans le corps et qui va former de nouvelles dispositions au niveau vibratoire dans ce corps. La communication non violente, on parle aussi de communication positive pour éviter le mot violence. De Marshall Rosenberg toujours, est pour moi une voie de développement personnel très importante aussi et engendre au niveau énergétique de grands changements et apporte beaucoup de bénéfices. Voilà, je continue en ligne donc pour celles qui s'exerceraient avec un thérapeute, donc thérapie énergétique. Je vous ai mis la reconnexion. Il y a des choses que j'ai mises dans ce tableau que je privilégierais plus ou moins, ou plus que moins, ou moins que plus. Ça n'est pas parce que c'est présent dans le tableau que tout est valable et confirmé pour moi, bien sûr. Par contre, comme elles existent, je les ai quand même mentionnées pour les principales. Donc, je ne pratique pas la reconnexion. Je n'ai pas fait de séance de reconnexion. La reconnexion, pour vous la définir très brièvement, c'est une élévation vibratoire avec un thérapeute qui va faire cette élévation vibratoire sur vous en fonction donc des vibrations des lignes telluriques, le réajustement au niveau de vos méridiens de votre corps et en adéquation encore aussi avec la grille de l'énergie universelle. Donc, sur 3 niveaux, fait par un thérapeute. On pourrait dire là que c'est une technique de montée en vibration par l'extérieur et non pas par vous-même. Est-ce que c'est une montée en vibration forcée, comme on entend le dire par ailleurs? Il faudrait le jauger plus précisément. Effectivement, est-ce qu'on n'est pas là en train de bénéficier d'une thérapie qui va plus vite que ce que le corps et l'esprit et l'émotionnel aurait fait lui-même chez cette personne? Voilà, si vous avez des témoignages par rapport à des séances de reconnexion, moi je n'ai pas fait, je n'ai pas eu envie pour moi-même, donc je ne peux ni le déconseiller ni le conseiller. Je l'ai noté, c'est tout, puisque Eric Pearl, l'inventeur de la reconnexion, est très connu. Je vous ai marqué au-dessous, donc lever des mémoires traumatiques, donc avec divers outils. Là, il y aurait beaucoup de techniques. Notamment celles qui travaillent à distance, par contre, ne peuvent pas stabiliser dans le corps ce qui a été ressorti comme mémoire et comme traumatisme, comme émotion que l'on a vécu à ce moment-là et qui sont revécues au moment de la levée de ces mémoires où elles sont ressorties.
Et puis encore derrière, la méthode Vitos, donc c'est une méthode de réhabilitation des perceptions sensorielles en séance individuelle, intéressante aussi à voir. Voilà, je vous les évoque, je vous les énonce, ça vous permet donc de piocher dans ce grand panier qu'est ce tableau, et puis d'aller chercher de manière individuelle, d'aller faire vos recherches par vous-même, en sachant que tout un tas de choses existent. La PNL, je l'ai mentionné, donc programmation neurolinguistique, qui se fait à la fois seule et à la fois avec un thérapeute. J'aurais pu la mettre des deux côtés, cette programmation neurolinguistique PNL, et qui est très intéressante aussi pour travailler. On l'emploie beaucoup pour étudier les apprentissages, l'épanouissement intellectuel, voilà, et également l'épanouissement professionnel ou la communication en entreprise ou le développement d'entreprise, mais on peut l'employer aussi à un niveau de gestion de l'émotionnel, gestion de son développement psychologique et psychique personnel. La PNL, elle a beaucoup d'applications. Derrière, donc, dans la troisième case, tout ce qui se pratique avec appareil et thérapeute, donc luminothérapie, où on peut décliner beaucoup de techniques en luminothérapie déjà, donc LED thérapie, LED comme les LED, LED thérapie, et encore plein d'autres, beaucoup d'écoles, beaucoup d'appareils de plus en plus. Il y a la luminothérapie directement dans l'œil, avec un stylo particulier qui s'applique sur des zones précises de l'iris. Un petit peu différent de la chromatothérapie. Où la chromatothérapie, c'est une marque déposée, on dit aussi chromothérapie, qui là n'est pas une marque déposée, qui se fait avec des formations, des agréments, la chromatothérapie. Un petit peu différent encore de la luminothérapie. Il y a plein aussi de variantes de la chromatothérapie avec des psychologues qui travaillent avec des petits carrés de couleurs tous mélangés. Voilà, des thérapies, encore une fois, vibratoires. La couleur thérapie, d'ailleurs, ça s'appelle cette technique aussi. Il y a la lumière sacrée cohérente qui fonctionne avec la géométrie sacrée. Je vous ai mis encore dans cette case-là un peu tout mélangé, mais qui se fait avec thérapeute et appareil. La biorésonance, à ne pas confondre biofeedback et biorésonance. Il y a tout un tas d'appareils plus ou moins coûteux, de 5 000 à 30 000 euros, avec des formations plus ou moins courtes de personnes qui vont travailler quand même sur le corps humain et qui passent d'un métier totalement différent au métier de thérapeute avec ce genre d'appareil. Ça n'est pas une critique négative de ma part, mais comme tout ce qui est nouveau et qui fascine et qui annonce les prémices de la médecine du futur quelque part, mais qui pour moi, je le dis tout de suite, n'est pas prêt, n'est pas complètement prêt. J'ai vu quasiment tous les appareils de biofeedback, biorésonance et de visualisation donc des zones corporelles en souffrance. Je les connais très bien. Voilà, je pourrais vous en parler plus longuement puisque j'ai même dispensé voilà, tout un tas de retranscriptions de formations là-dessus. Je ne suis pas aussi enthousiaste que les vendeurs d'appareils, pour le conclure comme ça. Il y a des très bons thérapeutes qui étaient déjà thérapeutes avant, qui en emploient de manière sectorisée, pas forcément à chaque fois et tout au long de la séance. Et puis il y a des personnes voilà, qui approchent ces nouvelles technologies, qui n'étaient pas thérapeutes avant et qui se retrouvent à envoyer par exemple des fréquences électromagnétiques sur le corps. Je mets un grand bémol. Voilà, et avec des appareils qui s'appellent de biorésonance, alors que c'est du biofeedback et pas de la biorésonance, je pourrais voilà, vraiment vous en parler plus précisément, ce ne sera pas l'objet ici, encore une fois. On pourrait citer dans la même rubrique le neurofeedback, donc qui permet de travailler avec des électrodes, d'enregistrer les ondes cérébrales, d'identifier au moment des émotions, des ressentis, ce qui se passe, dans quelles ondes cérébrales on est, et de réussir à se remettre dans d'autres ondes cérébrales au calme et de pouvoir acquérir de l'autonomie quant au travail sur ses propres ondes cérébrales pour le neurofeedback, pour le décrire rapidement. En technique respiratoire, bien sûr, à faire seul la cohérence cardiaque, beaucoup d'entre vous connaissent.
Ce qui permet donc de réguler son rythme cardiaque et d'arriver à un bel équilibre quant à ses pulsations cardiaques plutôt que d'avoir des à-coups dans les émotions comme on le voit souvent dès que on a un choc émotionnel ou une panique ou des situations difficiles. Pratiquer la cohérence cardiaque est très très bénéfique. Il y a aussi donc un regard qui se pratique avec un thérapeute qui là est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Malheureusement, il y a peu de thérapeutes formés en France à la respiration holotropique qui s'apparente un petit peu au rebirth qui serait moins complet et avec une formation moins solide aussi. Respiration holotropique en général pratiquée par des psychanalystes. Une partie de la formation se fait aux États-Unis, d'où peu de praticiens en France, mais qui permet vraiment donc un travail en état modifié de conscience. C'est une technique de développement personnel à la fois et un outil thérapeutique pour amener la guérison émotionnelle, donc vraiment complet dans une régression jusqu'à la naissance. Il faut une solide expérience clinique préalable, donc ce sont surtout des psychanalystes qui le pratiquent. À cet effet, je crois avoir commis une erreur dans une vidéo assez ancienne, précédente, où je vous disais entre psychologue, psychanalyste et psychiatre, les deux derniers sont médecins. Je me suis trompée, c'est les deux premiers ne sont pas médecins. Seul le psychiatre est médecin psychiatre et donc peut d'ailleurs dispenser des médicaments. Mais psychologues, bien sûr, là je ne m'étais pas trompée, et aussi psychanalystes sont non médecins. Le psychanalyste est un psychologue qui a prolongé dans sa formation en faisant lui-même une analyse sous supervision d'un psychanalyste et a pu dès lors devenir psychanalyste. Ce sont donc des psychanalystes qui pratiquent la respiration holotropique, d'où la difficulté de trouver un praticien et pourtant ça dégage dans tous les sens du terme, je pourrais le dire comme ça, et on n'y passe pas toute sa vie. Alors certaines personnes seront prêtes, de toute façon on le sent, on n'a pas forcément envie d'y aller ou pas. Ça peut se pratiquer seul avec le psychanalyste, le thérapeute, ou en groupe, en binôme, sur 2 jours, où l'un fait ses respirations, donc on pratique l'hyperventilation. Il y a une phase d'hyperventilation, ce sont des séances de 1 à 4 heures. On sollicite le dégagement par le souffle, ensuite par le mouvement, par les tremblements, par les pleurs. On peut se retrouver dans des états complètement similaires à ceux dans lesquels on était quand on était bébé, petit enfant. On peut revivre des mémoires donc intra-utérines. C'est vraiment vraiment puissant et malheureusement peu de praticiens. Voilà pour la respiration holotropique. Dans les techniques manuelles, si on passe à la 3e horizontale, je vous ai mis en tout premier le Shin-Jutsu. Allez-y, on s'entraîne aussi. Alors c'est particulier dans le sens où c'est encore une technique orientale, mais qui permet voilà aussi un rééquilibrage intéressant, une technique d'harmonisation au niveau énergétique qu'il est possible dans les techniques corporelles aussi de faire soi-même. J'y ai mis le magnétisme, puisqu'on peut pratiquer le magnétisme sur soi-même. La réflexologie plantaire, donc sous le pied, vous savez que toutes les zones du corps, tous les organes du corps se reflètent sous le pied avec une cartographie précise, voilà, et là tout le monde a l'air d'accord sur la cartographie, il n'y a pas plusieurs écoles, donc on peut pratiquer soi-même et notamment en massage des pieds avec des huiles essentielles, la réflexologie plantaire. Je vous ai marqué la réflexologie faciale, mais finalement en face vous avez le Dian Shan, où là ça se fait avec un thérapeute, le Dian Shan, mais qui se pratique aussi sur des points identifiés sur le visage et qui permet une harmonisation énergétique et voire même des dégagements, des bons rééquilibrages au niveau émotionnel, et qui là se pratique avec un thérapeute et même parfois des petits outils pour appuyer sur ces points, le Dian Shan. En face de la réflexologie faciale que vous pouvez faire vous-même, pareil, sur des points qui sont cartographiés. C'est très intéressant. Vous avez aussi dans le même style les points de Knapp inventés par le monsieur du même nom, monsieur Knapp, technique de régénération, de rééquilibrage au niveau psychocorporel et émotionnel, technique de rajeunissement aussi, les points de Knapp, et tout ça finalement pourrait s'apparenter à de la digitoponcture puisqu'on appuie avec les doigts, ça peut être avec les os de la paume aussi, de l'intérieur de la main.
On appuie sur certains points et ça peut se pratiquer tout seul et sans aiguille. Voilà. Les thérapies énergétiques avec thérapeute, donc au travers des techniques manuelles, je vais juste les énumérer rapidement. Je vous ai mis quand même l'ostéopathie énergétique, par exemple la méthode Boyer, il y en a encore d'autres, des ostéopathies énergétiques, parce que ça permet aussi de faire circuler l'énergie au-delà d'être une manipulation au niveau des os. Très intéressant parce que ça peut rééquilibrer aussi, bien sûr, au niveau énergétique et permettre des dégagements émotionnels selon les formations complémentaires de l'ostéopathe. Bien sûr, je vous ai mis ensemble éthiopathie, chiropraxie, pour les mêmes raisons. Le Dian Shan, je viens de vous en parler, bien sûr, des techniques exercées par des praticiens que sont le Do-in et le Shiatsu pour faire recirculer l'énergie à un niveau corporel, mais quand l'énergie recircule au niveau physique, bien sûr, l'émotionnel ne s'en sent que mieux. Et c'est donc finalement des thérapies énergétiques qui s'appliquent sur le corps physique, mais qui ont des bénéfices sur tous les plans, y compris le bien-être et le dégagement au niveau psychologique et émotionnel. Et évidemment, sur un plan plus haut encore, le spirituel ne peut que s'en ressentir mieux aussi, c'est-à-dire que nos connexions dégagées au niveau corporel et au niveau émotionnel sont bien meilleures, notre centrage, notre alignement à la source se font bien mieux. L'atrapuncture, alors c'est le traitement des douleurs, je vous l'ai mis quand même. Digitopuncture, donc on peut faire soi-même d'un côté, mais pas forcément sur tous les points, parce qu'à un certain niveau, dans le haut du dos, on ne pourra pas y accéder. On peut le faire par contre avec des boules ou encore d'autres appareils, mais ce sera plus un massage que d'appliquer une pression sur un point seul. Donc avec un thérapeute, un digitopuncteur ou un acupresseur, on peut dire les deux, c'est pareil. Là, sur certains points du dos, ce thérapeute pourra travailler d'autant mieux. La manupuncture coréenne, c'est intéressant parce que ce sont des points d'acupuncture, mais uniquement sur la main. Donc encore une discipline particulière, précise, un dérivé, une technique énergétique de rééquilibrage aussi. La fasciapulsologie, très intéressant. Les fascias, vous le savez, ce sont tous les tissus conjonctifs qui entourent les os, les muscles. Voilà, tous ces tissus qui tiennent tous nos organes et qui peuvent être en tension ou déplacés ou à assouplir. Voilà, en fasciathérapie, on travaille comme ça. Et ici, la fasciapulsologie, il n'y a pas de toucher mécanique comme dans l'ostéopathie ou l'éthiopathie. Ça permet de faire recirculer le sang très précisément. Voilà l'intérêt de cette thérapie encore spécifique. Fasciapulsologie, vous pouvez aller voir, c'est très particulier, c'est très intéressant. On aurait pu peut-être aussi mettre la micro-kinésithérapie, ça n'est pas vraiment à proprement parler une thérapie énergétique, c'est vrai que je ne vous l'ai pas mis ici, mais on aurait pu aussi le mettre. Pour terminer, donc bien sûr, le Reiki avec praticien, puisque c'est une imposition des mains, donc c'est du magnétisme en fait, mais qui s'accompagne en général de sons et des symboles spécifiques du Reiki. Je ne pratique pas le Reiki, j'ai beaucoup d'autres techniques, je n'en ai pas ressenti le besoin, bien que j'ai appréhendé le Reiki et j'ai des amis thérapeutes donc, qui le pratiquent bien sûr, et ça se pratique beaucoup. Certains ne pratiquent à certains moments, et notamment sur ce reportage où ce serait pratiqué en hôpital en Allemagne, que l'imposition des mains, donc faire circuler l'énergie par imposition des mains. Il n'était pas question dans ce reportage de symboles et de sons. Alors, est-ce que ce thérapeute pratique un Reiki sans symbole et sans son, ou pour le reportage, on n'a pas... voilà. Après, moi, tout ce qui est symbole, c'est de l'informationnel, c'est de l'envoi d'informations dans le corps, et ça n'est pas anodin. Donc, chacun dans le Reiki, mais dans d'autres techniques aussi, a ses symboles. Pourquoi les uns sont différents des autres, de tous ces symboles, d'où ils viennent, de
qui ils viennent, de quelles énergies ils viennent. Ce sont des questions que je me pose pour toutes les thérapies qui exercent en informationnel, en technique informationnelle avec symbole. Et c'est pour moi le moyen de voir si je pratique ou pas telle ou telle thérapie. Ça m'est très personnel. Mais voilà pour le Reiki, où on résume souvent circulation de l'énergie universelle. Je vous l'ai marqué à côté parce qu'il y a, indépendamment du Reiki et des écoles de Reiki, il y a plusieurs écoles de Reiki, l'école de l'énergie universelle, puisque j'ai un très grand ami qui a fait tous ses degrés de l'école de l'énergie universelle, pareil, de circulation d'énergie, qui est coach aujourd'hui. Donc tout ce qui est à symbole, pour le dire, est quand même spécifique. Et quel symbole, pourquoi, et pourquoi dans une autre technique il y a encore d'autres symboles, d'où viennent ces symboles, qui les a mis au point, à quelles énergies c'est relié. Certains praticiens de Reiki ont leur spécificité aussi, certains travaillent avec des défunts, d'autres non. Donc toujours quand vous vous intéressez à une thérapie, demandez au praticien voilà, comment il pratique, lui particulièrement, parce que sans faire d'analogie, un naturopathe, il y aura presque autant de séances en naturopathie qu'il y a de naturopathes, surtout que la naturopathie est très vaste. Sur 10 techniques, nous en avons en général 3 ou 4 de prédilection que nous maîtrisons bien, et encore au bout de 10 à 15 ans, comme on fait un bon médecin en médecine énergétique traditionnelle chinoise en 15 ans, un bon médecin en médecine allopathique en 15 ans. Avant, ça reste encore un jeune praticien dans tous les systèmes de santé, et un bon naturopathe en 10 à 15 ans de pratique, sinon quotidienne, minimum hebdomadaire, et avec des formations solides et des pratiques avec de nombreux patients. 10 à 15 ans pour être un bon praticien dans ces systèmes de santé complets, bien sûr. Hein. Sur les techniques plus spécifiques issues de ces systèmes de santé complets, on maîtrise bien plus vite au fur et à mesure des séances. Plus on fait de séances avec des personnes et plus on maîtrise. Mais demandez toujours donc un petit peu, vous le savez, hein, d'où viennent les origines des thérapies qu'un praticien vous offre, vous propose, et puis quel est son cheminement et comment il pratique, au-delà même de ses formations. Il y a des rebouteux et des coupeurs de feu, bien sûr, qui n'ont aucune formation et qui peuvent être d'une grande utilité, qui sont aussi appelés dans les hôpitaux d'ailleurs, coupeurs de feu. Voilà, on passe donc aux dernières lignes très rapidement, donc les massages, automassages avec un grand intérêt pour moi pour le Qin et Tsang, qui peut se pratiquer aussi bien avec un thérapeute qui va faire le massage, donc c'est particulièrement sur la zone du ventre. On pourrait parler d'éthiopathie en regard, puisque finalement l'éthiopathie travaille sur les viscères, et le Qin et Tsang qui est une technique de libération par le toucher, par le massage, une technique de libération des émotions par le massage du ventre. Voilà qui est très intéressant. Nos émotions seraient-elles engrammées, enquistées dans nos viscères ? Bien sûr que oui. Voilà aussi pourquoi il est important de faire attention à son hygiène de vie, son hygiène alimentaire, son hygiène émotionnelle, corporelle, avec des huiles essentielles en externe sur le ventre. Il y a aussi des protocoles, mais visés par médecins, très précurseurs de thérapie par les huiles essentielles en interne. C'est très particulier, ça ne s'emploie pas comme ça, mais bien sûr, le massage aux huiles essentielles et le massage du ventre en tant qu'hygiène corporelle, plus l'hygiène émotionnelle, plus l'hygiène alimentaire, voilà que le ventre, l'abdomen, nos viscères sont quand même au centre de notre bien-être, et que nos émotions se dégagent beaucoup plus facilement par cet endroit, à cet endroit du corps particulièrement. Bien qu'il soit intéressant de verbaliser, de faire des psychothérapies, de bien se connaître, ça fait partie des thérapies brèves, manuelles, corporelles, qui sont très très efficaces et qui dégagent très rapidement. Ça peut être d'ailleurs aussi bruyant, comme la respiration holotropique, beaucoup de pleurs, des vibrations, des tremblements. Il est bon parfois, quand il y a des problématiques lourdes, de prendre le temps après une séance de pouvoir aller se reposer au moins 3-4 heures ou une bonne nuit, voire même de le faire avant un week-end, parce que ça continue de
travailler et on peut être dans des grands dégagements, donc besoin d'heures pour se retrouver avec soi-même. Voilà pour le Qi Netsang qui pour moi est quelque chose de très important aussi. En regard donc avec thérapeute, vous avez tous les massages. Je n'ai vraiment pas tout répertorié, je pense qu'il y en a plus d'une cinquantaine voire plus, donc je vous ai cité le Tuina qui est un des 5 piliers de la médecine énergétique traditionnelle chinoise. Le Qi Netsang, nous venons d'en parler. Il y a bien sûr le massage assis ama, le massage ayurvédique, massage californien, massage suédois, j'ai oublié le premier et massage abhyanga et encore plein d'autres. En technique sonore, celle que j'aime beaucoup, bien sûr, je vous en ai déjà parlé, qui est le chant des voyelles au niveau vibratoire. On parle de yoga du son ou yoga des voyelles, mais comme yoga veut dire posture, ici en ne pratiquant que le son, c'est plutôt chant des voyelles. C'est très très intéressant, ça peut se pratiquer seul, en groupe, avec des enfants. Au niveau vibratoire, c'est très simple et très puissant aussi. Le son binaural, c'est pour changer les ondes cérébrales. Voilà, et se mettre en état modifié aussi grâce au son binaural. Il y a diverses variantes de la possibilité de thérapie avec le son binaural, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire seul avec des très très bons casques, des grandes fréquences, donc des casques complets avec oreilles, hein, pas des écouteurs qui rentrent dans l'oreille, le conduit. Du 20 Hz à 20 000 Hz, c'est quand même le mieux. À 40 000 même plus. Voilà, une grande plage de fréquences, c'est le mieux pour que le son binaural fasse son meilleur effet avec un très bon casque. Et puis l'expression vocale libre et inspirée, bien sûr, si vous êtes des personnes qui réussissez non seulement à pleurer, à vous dégager, seul ou avec d'autres, et pleurer seul c'est très bien même si on n'y arrive pas avec d'autres, et pleurer avec d'autres c'est très bien ou devant un thérapeute quand on n'y arrive pas seul, et quand on sait faire les deux, eh bien on pleure tout ce qu'on a à pleurer et comme ça on en est libéré. Mais l'expression vocale libre en tant qu'expression artistique, comme l'expression corporelle bien sûr, au niveau libération des émotions, c'est très très puissant aussi. On pourrait reprendre aussi les dégagements par les cris, les pleurs, le son. Quand on fait une séance de respiration holotropique, on est dans les cordes vocales qui vont vibrer et qui vont exprimer et se libérer de toutes ces émotions et de toutes ces souffrances et toutes ces douleurs enquistées dans le corps, encore une fois. Et je terminerai pour abréger avec le MDR, avec un thérapeute, donc dans cette colonne-là. Au niveau des techniques visuelles, encore différentes, mais qui exercent aussi un niveau vibratoire par l'œil. Donc EMDR, ça veut dire Eye Movement Desensitization and Reprocessing en anglais. On n'a pas la traduction en français, sinon ça ferait plus EMDR. Et très intéressant, il y a quelques petites séances que l'on peut faire seul aussi, effectivement, avec les couleurs, hein, avec des praticiens donc dûment formés. Normalement, ils sont toutes et tous psychologues, ces praticiens, pour pratiquer le MDR, parce que ça peut être perturbant si c'est mal pratiqué. J'ai des exemples de personnes qui l'ont pratiqué, cette EMDR, avec des thérapeutes insuffisamment formés et qui se sont retrouvés pendant plusieurs semaines, 3 à 4 mois, très très mal. Par ailleurs, je citerai aussi des constellations familiales où il n'y a pas guérison des blessures qui ont été ressorties dans ces mises en scène. Constellations familiales merveilleuses, moi j'en ai tiré grand bénéfice, d'autres amis aussi, mais on ne doit pas repartir après une séance de constellation familiale avec tous ces vilains secrets de famille qui peuvent ressortir et qui peuvent perturber énormément, mettre dans des états au niveau psychologique et émotionnel très très perturbants. Si on est déjà dépressif ou dépressif, assurez-vous encore une fois d'être intégré dans des groupes avec des praticiens qui ne vous laissent pas repartir avec le grand inconfort que des secrets ressortis ou des douleurs à propos de votre vie, de vos autres vies aussi d'ailleurs, peuvent être révélés pendant ces séances de groupe en constellation familiale. C'est une aparté ici, hein, ça ne fait pas partie des techniques énergétiques, alors ça pourrait en faire partie, c'est plus une technique de libération émotionnelle au niveau psychologique par un jeu donc de groupe où chacune prend un rôle. Je termine avec les techniques sonores, c'était sur la ligne du dessus.
très intéressant en relaxation, infiniment bénéfique. Donc tout ce qui est par le son, que ce soit les bols chantants, magnifiques vibrations sonores qui vous déconnectent complètement et qui permettent aussi à la fois au corps et à la psyché de se libérer. Et après des séances de vibrations sonores comme ça, il peut y avoir des dégagements émotionnels en rentrant à la maison et des libérations. C'est très intéressant. Et je citerai encore le didgeridoo où là on est dans les graves avec des vibrations sonores dans les basses. Donc vous êtes allongé sur un caisson de résonance et le joueur de didgeridoo envoie le son au-dessous de votre corps dans ce caisson de résonance conçu à cet effet de manière spécifique et vous bénéficiez de ces vibrations extrêmement fortes, grande libération du corps et de l'esprit aussi dans ces techniques sonores, techniques thérapie énergétique. Donc vous voyez, le soin énergétique, ça peut être énormément de choses. Et à ne pas tout confondre non plus dans les techniques, qui est formé à quoi, quelle formation plus ou moins courte, plus ou moins longue. Effectivement, il n'y a pas de diplôme d'État pour tous ces soins énergétiques, pas plus que pour la médecine énergétique traditionnelle chinoise, la médecine ayurvédique et la naturopathie. Ce sont encore en France, en tout cas, des formations privées. Il y a des parties dans 2 universités de France, donc que sont Besançon et Bobigny, Paris 13, là où j'ai moi fait un DU de médecine naturelle, donc, qui enseignent une partie de ce qui est enseigné en privé en naturopathie, donc qui est ouvert aux médicaux, paramédicaux et sur dossier spécifique après pour des personnes plus où c'est moins courant de pouvoir suivre ces formations-là, mais ça reste très isolé. De plus, les financements disparaissent, donc beaucoup de formations en médecine naturelle dont sont issues ces thérapies énergétiques et encore de manière plus rétrécie les soins énergétiques où c'est plus restreint, plus court. C'est moins un ensemble de techniques ou une technique complète, le soin énergétique, et toute personne peut le pratiquer, mais toute personne et n'importe quelle personne qui n'est pas forcément elle-même dans un alignement et dans un bon état vibratoire peut aussi le pratiquer. Donc encore une fois, diplôme, pas diplôme, tout ça, on pourrait y regarder de près. Est-ce bien la solution pour savoir ce que l'on peut faire avec qui? Je reprends encore le ressenti, votre feeling, et vous aurez la réponse pour vous. Qu'est-ce que je peux faire avec quel praticien et pour quel bénéfice en retirer? C'est à vous, au feeling, de décider. Votre ressenti, vos sensations seront fiables pour savoir ce qu'il y a à faire. Je vous retrouve dans la partie suivante, la 3e et dernière partie, pour voir quels soins énergétiques spécifiques à nos mauvaises passes, nos passages difficiles dans nos histoires de flammes jumelles, quels soins spécifiques peuvent être choisis parmi tout ça, et lequel des deux jumeaux pourrait faire plus telle ou telle chose ou moins telle ou telle chose, puisqu'effectivement nous n'avons pas le même fonctionnement dans notre dynamique de cette relation très spécifique, très particulière. De plus, certains sont plus ou moins en couple, ensemble, avec des allers-retours, des séparations épisodiques, et d'autres pas du tout et sont séparés et même à distance. Qui est quoi dans cette dynamique et qui pourrait bénéficier de quoi en soins énergétiques? Voilà qu'il va être important et intéressant de voir dans quel profil on se retrouve. Ce serait une des raisons de s'être bien situé dans un des deux profils pour moi, pour vous le redire ici. J'en arrive à une application pratique de mon propos. Connaissez-vous bien vous-même, déterminez votre polarité d'âme, votre fonctionnement psychologique et qui vous êtes dans ce duo de flammes jumelles. Ça a son importance ici. Je vous retrouve pour la 3e partie. À très bientôt.